bonjour à tous, je suis Fabien Racinier, donc du coup je suis développeur front-end chez Talend depuis un peu plus d'1 an maintenant. Je vais vous parler du coup de CSS, mais sans exposer aucune ligne de CSS pour aujourd'hui. Je pense que vous en avez eu assez pendant ces 2 jours. Ça va plus être une question d'organisation et d'outils pour pouvoir manipuler des CSS tout au long d'une vie, le cycle de vie du projet, et s'assurer de la non-régression visuelle. Voilà. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste savoir qui, dans son CV, a la compétence HTML et CSS. Ok, super. Déjà, j'ai le bon public. Ensuite, j'aimerais savoir qui serait assez ravi de gérer des CSS pour une entreprise complète avec différents projets. Ravi. Donc les gars, si vous voulez, il y a un stand Talend qui est pas loin, n'hésitez pas à passer, on pourra discuter. Mais effectivement, il y a beaucoup moins de monde, ouais, parce que soit la tâche n'est pas aisée, soit on ne sait pas comment faire, soit on n'a pas envie de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de développeurs front-end qui, le CSS, ouais, c'est bien, mais on va le mettre à côté du composant, ça sera super. Enfin, bref, on y reviendra. Mais ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc, ouais, juste pour aujourd'hui, je vais commencer par vous rappeler ce que c'est que l'identité visuelle, à quoi sert un référentiel graphique, comment on développe, comment on s'organise, et ensuite on passera sur l'intégration continue pour détecter de la non-régression visuelle. Et un petit peu de démo de tout ça pour vous montrer que je ne raconte pas que n'importe quoi. Donc l'identité visuelle. L'identité visuelle sur un produit, c'est ce qui va faire qu'on va reconnaître votre marque tout de suite. Donc l'identité visuelle, elle doit être cohérente, reconnaissable évidemment, et surtout déclinable si on a plusieurs produits. Est-ce que vous reconnaissez cette marque? Brescola, tout à fait. Ça m'évite comme ça d'avoir à payer des royalties à Coca-Cola pour la présentation. Ouais, on reconnaît Coca-Cola parce qu'en fait, il y a une ergonomie de la bouteille qu'on connaît, on pourrait la reconnaître même les yeux fermés juste en la touchant. On a la couleur du Coca-Cola, on a la couleur de l'étiquette qui n'a pas changé depuis des années. Là, pareil pour le bouchon, et on a une typo bien spéciale pour le logo. Est-ce que vous reconnaissez tous ces produits? Alors, il y en a même qui, normalement, arrivent juste en goûtant à reconnaître le produit. Moi, je pense que c'est n'importe quoi, mais faites le test, vous verrez, il y en a pas mal qui vont être convaincus. Ouais, je pense qu'au pire, il vous en manque un, mais grosso modo, vous les connaissez. Tout à fait pareil, parce qu'en fait, la marque a été déclinée, et donc du coup, il y a juste une couleur sur laquelle on vient intervenir, mais la bouteille reste la même, et le logo aussi, et on va juste jouer sur le contraste. Et donc du coup, si on applique ça au web app, comment ça se passe? Ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va devoir rester fidèle à l'identité visuelle pour coller au plus à la marque. On va peut-être décliner un ou plusieurs éléments pour identifier telle ou telle application. Et surtout, on va essayer de garder, alors ça c'est très important, d'avoir une expérience utilisateur qui est la même d'une interface à une autre. Donc c'est-à-dire qu'on va éviter de balancer des PSD, enfin de récupérer des PSD en offshore pour pouvoir après faire le suivi. Et donc du coup pouvoir capitaliser. Pour capitaliser, ce qui est cool, c'est le référentiel graphique. Donc on l'appelle guide de style, guidelines, on va dire référentiel graphique pour aujourd'hui. Et donc l'idée de ce référentiel graphique, ça va être de pouvoir capitaliser sur les détails graphiques, savoir quel typo il faut utiliser, quelle couleur il faut utiliser, quelle forme il faut utiliser. Et on va essayer de détailler un maximum les choses qu'on va mettre en place sur les applications. Et on va aller jusqu'aux consignes d'utilisation, donc les do et les don't, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et surtout pourquoi on le fait. Donc ça, c'est la compréhension visuelle. C'est super important de pouvoir détailler, de pouvoir expliquer un design. C'est pas le tout de dire ouais, bah là j'ai essayé sur Photoshop, c'était pas mal, donc du coup je l'ai poussé. Parce que ça, derrière, à maintenir, ça va être une horreur. Un exemple pour ça, c'est Frontify. Donc c'est un outil payant, mais vous pouvez le mettre en place avec n'importe quel CMS gratuit. L'idée, c'est juste de pouvoir centraliser quelque part tous les inputs que vous pouvez récupérer de l'équipe UI UX pour qu'après ça soit traduit pour les développeurs front en JavaScript, en HTML et en CSS. Donc là j'ai pris un exemple tout bête, vu qu'on est dans la thématique du super-héros, on va prendre une bulle de comics. Voilà, donc là l'idée du Frontify à ce moment-là, ça va être de venir décrire cette bulle de comics pour savoir comment elle doit se comporter et ce qu'il ne faut pas faire dans l'affichage et qui pourrait être considéré du coup comme une régression ou un bug. En termes de développement, avant de commencer, ce qui est super intéressant, c'est de discuter avec l'équipe UI UX.
Donc c'est pour ça que je suis assez contre le principe de l'offshore pour les PSD. Parce que c'est quand même bien de pouvoir itérer avec l'équipe UI UX, de dire peut-être que tu pourrais m'arranger sur certains éléments graphiques, parce que là, côté CSS, ça va être un petit peu casse-pied à faire. De variabiliser efficacement en utilisant du coup le référentiel graphique, de comprendre la pondération des CSS, ça c'est pas toujours évident, on va revenir dessus, et surtout de connaître le périmètre applicatif pour pouvoir après capitaliser en amont sur différents composants et d'avoir moins de code à maintenir. Hein. On essaie de faire de moins de code possible pour éviter de maintenir quoi que ce soit. La pyramide des pondérations. Donc ça, je pense que c'est OK pour tout le monde. On commence par les éléments HTML, on est le plus bas niveau. Ensuite, on va monter sur les classes, on commence à prendre un peu plus de pondération. On a les ID, et là, j'en parlerai un peu moins, mais on a le style inline qui est un peu plus fort. Et après, les importants, on passe complètement. Le style global, donc ça c'est la première pondération, c'est là où on va utiliser un reset CSS. Un reset CSS, ça va nous permettre de mettre à plat tous les rendus navigateurs et d'avoir le même rendu partout. On va définir les styles des éléments HTML, les plus classiques, hein, typiquement les listes ou les morceaux de code, ou peu importe. On va définir éventuellement un système de grille si on en a besoin. On va introduire des objets de contenu. Ce que j'appelle les objets de contenu, c'est les box ou les cards que vous pouvez retrouver sur Material Design par exemple, ou alors les media objects qui vont servir à faire des tweets ou alors des commentaires Amazon. Enfin voilà, on va essayer c'est des objets qui sont un petit peu abstraits sur lesquels on a besoin que de CSS et pas spécialement de JavaScript. C'est un layout ou un pattern qu'on va retrouver régulièrement. En termes d'exemples pour ces styles globaux, on a Bootstrap et les implémentations de Material Design en CSS qui sont pas mal, qui font le travail pour vous déjà. J'aimerais juste faire un petit focus sur les éléments HTML. Le gros avantage de ça est d'éviter de passer directement par des classes, surtout qu'on va pouvoir capitaliser sur du style rapidement. Simplement en utilisant mes balises HTML, j'aurai du style qui va s'appliquer. Donc du coup, je gagne du temps. Je vais pouvoir aussi assurer la sémantique HTML, parce que si j'ai besoin de réfléchir à quel élément je vais utiliser pour avoir le style qui correspond, bah, du coup, je vais assurer la sémantique HTML. Un exemple pour ça, c'est une balise qui n'est pas trop connue, qui s'appelle Definition List, qui permet de représenter des listes sous forme de clé-valeur. Et du coup, si on applique le style directement sur les definition lists, après dans toutes nos applications ou dans tous nos sites web, les formats clés-valeurs vont s'afficher de la même façon. Là, ce que je vous présente, c'est quelque chose qui est vachement macro, mais si vous voulez avoir une vision très micro de ce qu'il faut faire sur le découpage des CSS, je vous conseille de regarder inuit.css. C'est réalisé par notamment Harry Roberts, qui est un gourou du CSS, et qui a bien spécifié là où vont les choses pour avoir un découpage très précis. On monte en pondération du coup maintenant et on a les composants. Les composants, c'est ce qu'on va récupérer du coup de Frontify ou de notre référentiel graphique et on va pouvoir les traduire en composants graphiques, en composants fonctionnels, JavaScript, HTML et CSS. Et à partir de là, on va commencer à utiliser vraiment les classes pour que ça soit réutilisable et donc du coup capitaliser sur du style. Donc là pour ça, on va vraiment se poser la question, est-ce que mon markup ou mon style vont être redéfinis sur au moins 2 composants? Dans ces cas-là, on va peut-être remonter d'un cran, on va repasser côté pondération numéro 1 et on va mettre j'ai perdu le nom, pardon. Des objets de contenu, voilà, c'est pas facile en français. Des objets de contenu, c'est écrit ici. Et ce qui vont faire des composants intermédiaires, et donc à partir de là, j'aurai un objet qui sera un peu plus abstrait, et donc je vais mettre mon style qu'une seule fois dans mes CSS. Encore un petit focus sur les composants réutilisables. Le gros avantage de faire des composants réutilisables, évidemment, c'est qu'on va garantir une UX identique. Et surtout, on va garantir une UX. Parce qu'en général, si on le fait un petit peu au cas par cas, on n'aura pas spécialement des notions d'UX qu'on va mettre en place, quoi. On va surtout faciliter la maintenabilité. Parce que du coup, mon code, il est une seule fois quelque part, donc je vais pouvoir le manipuler facilement, le tester aussi. On va pouvoir isoler le style du composant. Donc ça, pour ça, il y a un super outil qui s'appelle les CSS modules, qui va du coup générer un hash sur votre classe en JavaScript et qui va faire en sorte que votre style soit propre au composant et qu'il ait une meilleure pondération. On va aussi définir les rôles et les états pour l'accessibilité. Donc ça, c'est un truc qui passe souvent à la trappe parce qu'on n'a pas le temps. Mais du coup, du fait de faire des composants réutilisables, on peut prendre le temps et on peut s'intéresser facilement à ces rôles et ces états, ARIA, à mettre en place, et du coup, ça vous fait des éléments de qualité. Pour ça, je vous conseille d'adopter un bon workflow, c'est le HTML, puis le CSS, puis le JavaScript. Parce que du coup, on ne va pas venir dupliquer notre markup, on ne va pas venir l'alourdir avec une espèce de soupe de div et de span. On va peut-être
penser d'abord aux bons éléments HTML. Ensuite, le CSS, parce que comme ça, on va pouvoir prévoir nos états à plat, c'est-à-dire que je vais avoir mon état A à côté de mon état B, à côté de mon état C, et je sais exactement ce que je vais faire après avec mon JavaScript pour animer tout ça et gérer ces états. Il nous reste un dernier niveau, c'est le niveau applicatif. Là, qui a une super pondération, une pondération à 3. On va venir cibler ici les spécificités de chaque application. Donc, ça veut dire que là, j'ai tous mes composants, je vais pouvoir les utiliser avec une sorte de palette, et je vais pouvoir les déplacer dans chaque application et venir les utiliser avec un nouveau fonctionnel et une nouvelle logique métier. Pour ça, on va venir utiliser des ID. Les ID parce que, encore une meilleure pondération, et donc du coup, ça va peut-être même faciliter le travail de votre QA avec des tests automatisés, notamment, où ils vont pouvoir cibler directement les ID. Là, avec ce genre de pratique, en général, les QA sont assez ravis parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher avec des XPath. Je vous recommande vraiment les ID, quoi. Posez-vous la question à ce moment-là, est-ce nécessaire dans au moins 2 applications? Si c'est oui, remontez encore d'un cran, c'est qu'il y a certainement un composant à faire qui soit réutilisable. Donc si on reprend notre pyramide des pondérations, eh ben on peut replacer maintenant à chaque élément nos environnements. Donc ça veut dire avoir mon reset, avoir mon thème. Ce que j'appelle le thème, en fait, ça va être la librairie type Bootstrap, initcss, Bulma ou Material Design. Donc je le mets avec le reset parce qu'en général ça va de pair. Ensuite j'ai mes composants qui sont réutilisables et par-dessus j'ai vraiment le style spécifique de mon application, donc je mets du code là où c'est vraiment nécessaire. Si on parlait maintenant d'intégration continue, parce que là on a fait les développements, maintenant ce qu'on veut c'est de pouvoir tester la non-régression visuelle. Comme ça on peut assurer tout au long de notre cycle de vie de projet. L'intégration continue, donc moi ce que je recommande c'est qu'on conditionne le merge à au moins une revue de code. Parce que si on met en place de la non-régression visuelle, si personne ne regarde, ça ne sert pas à grand-chose. On va aussi, pour chaque modification, donc ce que j'appelle les modifications, sur GitHub, ça se traduit par des pull requests, tester de la non-régression visuelle. Et donc pour ça, le meilleur moyen que j'ai trouvé aujourd'hui, à moindre frais, c'est d'avoir une page statique et représentative, mais à la fois limitée. C'est-à-dire qu'on va mettre tous nos états de nos composants ou de nos éléments de thème, de layout, etc. On va aller venir les poser sur une page statique en HTML, avec le CSS qui va bien, et avec quelques outils, normalement, on pourrait tester la non-régression comme ça tout au long de la vie des projets même, complètement. Et pour ça, les outils assez adéquats sont GitHub, parce qu'il a un outil de comparaison d'images. Donc à partir du moment où on va faire un nouveau screenshot et qu'on va pouvoir le pousser, il va intégrer la pull request. Je vais vous montrer ça juste après. Et Travis CI, parce qu'on a la main dessus, en tant que développeur, c'est assez puissant et en plus c'est gratuit. Et enfin BrowserStack qui lui va venir tester l'ensemble, enfin générer l'ensemble des screenshots sur différents couples OS browser. C'est quand même assez pratique et ce en parallèle. Ouais, juste un petit layout sur React, parce que nous on utilise React chez Talend et pour ça, on a mis en place Storybook qui permet de mettre un état des lieux à un moment donné de tous nos composants. Et il y a Chromatic qui devrait voir le jour assez rapidement. Donc si vous êtes intéressé sur le sujet, renseignez-vous sur Chromatic. Je pense que ça peut être assez sympa à utiliser. Une petite démo du coup maintenant. Donc admettons que j'ai fait plusieurs applications qui se ressemblent, pour véhiculer la marque du DevFest. Donc c'est-à-dire que là, on a un héros, donc les héros du DevFest, qui vont venir parler avec une petite bulle. Donc l'UI et l'UX restent la même, c'est-à-dire que à ce niveau-là, il n'y a pas trop de changements, c'est reconnaissable. Voilà, donc j'ai différentes pages qui pourraient correspondre du coup à différentes applications. Et donc du coup, ça, je vais aller le tester via GitHub. Si jamais je fais une pull request, ça doit partir directement sur BrowserStack pour générer de nouveaux screenshots. Donc là, j'ai un projet que je vous laisserai à la fin, en lien. Donc là, j'ai fait une demande de changement. C'est pour changer la petite pointe de la bulle. Donc c'est assez grossier comme changement, c'est pas très intéressant. C'est-à-dire que je vais modifier une variable SAS. Donc là, j'explique ce que je vais faire. Hop, ma super variable, ce que j'ai changé, donc j'ai changé la hauteur. Et donc, ce que vous pouvez voir, c'est que la CI, je reviens dessus, la CI, donc Travis, m'a fait un nouveau commit avec les nouvelles screenshots qui ont été générés par BrowserStack. Et on a un super outil dans GitHub qui permet de comparer 2 images à ce niveau-là. Et donc pour chaque pull request,
je vais dézoomer un petit peu. Hop. Pour chaque pull request, je vais pouvoir voir ce qui a réellement changé sur l'ensemble de ma page statique. Voilà, donc là, ça va me permettre de valider, pour chaque couple OS, browser qui ont été identifiés en amont, savoir s'il y a des régressions sur tel ou tel navigateur. Voilà, donc j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé pour les derniers slots. Et puis si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Oui. J'en ai pas la moindre idée. Tout le monde a entendu la question? C'est bon? Ouais, je vais répéter la question du coup. Savoir si on a la même chose, les mêmes outils à disposition sur GitLab, qui se veut être un concurrent de GitHub que vous hébergez soi-même, je crois. Non, je ne sais pas si ils ont mis en place ce genre de feature qui permet de comparer deux images. Parce qu'en fait, je crois que sur Git, on n'a pas spécialement de diff qui est fait entre deux binaires. C'est un binaire 1, un binaire 2 sur les versions. Et donc, du coup, il y a, à ma connaissance, que GitHub qui fasse ça. Ouais. Oui. Bah, merci à toi. Non, ça te permet aussi de tester la non-régression. Sauf que c'est manuel. Tester la non-régression, c'est manuel. Est-ce que tu as une idée pour l'automatiser, justement? Est-ce que tu as déjà essayé d'automatiser le test de non-régression? Il y a des commits qui vont vouloir changer le visuel, et dans ce cas-là, le manuel il est top. Il y a des commits où je veux juste développer et pas changer le changement, enfin le style visuel de mes composants. Dans ce cas-là, je vais être alerté automatiquement s'il y a un changement. Aujourd'hui, aussi simplement que ça, de manière basique. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut automatiser et être alerté automatiquement si jamais il y a une régression visuelle. Aujourd'hui, non, je n'ai pas trouvé de solution qui permet de dire hey, coucou, attention, parce que là, celui qui a fait une pull request, il va faire n'importe quoi, il va te casser ton style. Non, c'est pour ça que j'ai recommandé au niveau de la mise en place de l'intégration continue, c'est de dire le master de GitHub, par exemple, est protégé et ça passe systématiquement par des pull requests avec une review. Parce que tu es assuré que les détections soient faites au bon moment. Aujourd'hui, non, on n'a pas trouvé de solution qui permette de dire... En plus, c'est assez difficile de façon automatisée de dire c'est une régression ou c'est une évolution. Après, je dirais que le CSS, ton thème pour une marque ne va pas changer tous les jours. En théorie, soit tu rajoutes complètement quelque chose et c'est voulu, mais disons que si tu sais que dans ton commit, enfin si la CI a poussé à un moment donné en commit des screenshots, c'est qu'a priori il y a un problème quand même. Si, oui et non. En fait, la question c'est est-ce qu'on va tester du coup sur l'ensemble de notre parc d'éléments graphiques, c'est ça? Oui. Oui, ça me paraît bien. Là, ce que j'essaie de tester ici, c'est uniquement le CSS, pas du tout du JavaScript. C'est pour ça qu'après, il y a d'autres outils qui peuvent être super intéressants, c'est Chromatic, notamment pour tout ce qui va être tes intégrations avec le JavaScript, etc. Pour que Après, là, j'ai testé simplement une bulle, mais l'idée, c'est aussi de tester une page complète. Et notamment, Bootstrap avait un projet qui était juste à côté, qui s'appelait Bootwatch, qui présentait en fait l'intégralité sur une page des éléments graphiques de Bootstrap. Nous, c'est ce qu'on a mis en place chez Talend, par exemple. On a repris l'exemple de Bootwatch, on utilise Bootstrap aujourd'hui. Et donc, c'est l'ensemble de la page qui est testé. Donc du coup, si ça casse un autre élément, on sera aussi averti.
même si ça a priori rien à voir avec les variables SAS. Voilà. Je crois que c'est fini. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir me voir.